Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Malher, diffusé en direct samedi 13 janvier 2018 de 18h à 21h et réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette nouvelle émission. Il s'agit de la première émission de l'année 2018. Donc je vous présente à tous mes meilleurs vœux. Vous savez que en ce samedi soir, j'ai toujours une pensée particulière pour ceux des nôtres qui sont seuls chez eux, personnes âgées, personnes qui n'ont pas leur famille auprès d'eux ou dont les amis étaient trop occupés ce soir-là. Voilà. Donc une pensée spéciale pour vous, chers auditeurs. J'ai le plaisir d'avoir dans le studio deux invités que vous avez pu entendre les mois précédents. Sylvain Durin, que vous avez entendu sur la présentation de sa prochaine œuvre sur l'histoire du père, du matriarcat sacrificiel au patriarcat catholique, œuvre que vous pouvez continuer à précommander sur son site internet sylvaindurin.fr. Chers auditeurs, je me permets de vous remercier, j'insiste. Il a pu boucler la première partie de son budget en partie grâce à votre soutien et à vos relais. Et donc, nous avons pu montrer ainsi que lorsque un jeune auteur s'avérait intéressant, prometteur, eh bien, il pouvait bénéficier de votre soutien. Vous l'aurez compris, le travail de Sylvain Durin porte plutôt sur le rôle du père dans la société. Et pour répondre à mes questions, avec lui, à ses côtés, Philippe Arignot, que je recevais au mois de décembre, qui lui a écrit un ouvrage qui s'appelle, à chaque fois je l'écorche, Homo Bobo Apo. Et Philippe Arignot, avec un regard très personnel, fait le lien entre ce qu'il peut observer dans la communauté homosexuelle et ce que l'on peut observer dans notre société. Et en suivant les interventions de Sylvain Durin, plus en lisant Philippe Arignot, que j'ai le plaisir de suivre depuis déjà quelques années, eh bien j'ai trouvé plusieurs points communs à leurs travaux et je souhaitais les entendre sur ces points communs, tous les deux, de manière à ce qu'ils puissent donner leur grille de lecture, leurs éléments de réponse. Alors les points communs, eh bien tous les deux répondent en fait à la question de la violence qu'on peut observer dans nos sociétés, qu'il s'agisse à titre collectif ou dans les relations personnelles. Et les éléments de réponse, alors après ils se présenteront plus précisément, mais s'expliquent pour l'un comme pour l'autre par la question de l'indifférenciation et la disparition d'un certain nombre de hiérarchies des valeurs. Ils préciseront, alors chacun avec son regard évidemment, comment ils expliquent ça. Ensuite, dans cette question d'indifférenciation, il y avait la question du remplacement de la religion chrétienne dans notre société par de nouvelles religions qui, là encore, brouillent un petit peu la hiérarchisation habituelle dans nos sociétés. Et puis, donc, je leur avais donné une liste de thèmes. Évidemment, la question de la gnose se pose aussi par rapport à cette nouvelle religion. Là, nous sommes sur la partie un peu plus théorique. Évidemment, leur constat débouche de manière concrète sur les combats que nous avons menés sur ce qui s'appelle, de manière un peu générale, la culture de mort. Vous savez que il y a un certain nombre de dispositions législatives qui sont prévues sur la PMA, la GPA, sans doute un certain nombre d'autres projets qui nous échappent, notamment l'euthanasie. Philippe Arignot expliqué que très souvent sur la question de l'euthanasie, les défenseurs de l'euthanasie étaient
il n'y a pas de condamnation, hein, je me permets de dire ça, car nous sommes sur écoute et très surveillés, étaient bien souvent des personnes homosexuelles. Donc j'aimerais bien qu'en deuxième partie on traite en fait de ce prolongement de vos remarques un peu philosophiques, un peu générales sur le combat politique. Et puis il y a un point que ces deux jeunes gens qui, je crois, ont à peu près le même âge abordent, c'est le transhumanisme en fait, et l'émergence d'un homme nouveau, augmenté, libéré de ses limites biologiques, et qui est pointé dans leurs travaux à tous les deux. Et donc voilà, même si nous avons affaire à deux points de départ d'analyse très différents, je trouvais ça intéressant que ces deux jeunes gens d'une même génération, ces deux pensées en devenir, retombent sur les mêmes points en fait de réflexion. Voilà, donc maintenant vous connaissez la règle que j'essaye de me fixer, chers auditeurs, de ne pas trop intervenir dans les émissions pour laisser mes invités présenter leurs idées. Donc Philippe Arignot et Sylvain Durin vont se présenter et répondre, débattre ensemble, et moi j'interviendrai pour poser des questions. Vous connaissez la règle, j'ai toujours plaisir à lire vos questions. Si déjà les éléments qui s'annoncent vous intéressent ou soulèvent des questions, n'hésitez pas à vous précipiter sur votre téléphone. Hélène, notre délicieuse bénévole du samedi, vous attend, prendra vos messages et nous aurons le plaisir de lire vos questions en direct, et nos invités pourront y répondre évidemment en direct. Cher Sylvain Durin, cher Philippe Arignot, donc je vous laisse aborder ce premier sujet comme vous le souhaitez. Vos deux ouvrages pointent en fait la violence de notre société et expliquent en partie cette violence par une indifférenciation généralisée. Alors vous l'abordez par deux points différents, donc je vous laisse travailler ces sujets sous l'oreille attentive de nos auditeurs. Bonsoir Anne-Laure, bonsoir Sylvain déjà. Et bonsoir tout le monde évidemment. Merci de nous inviter une nouvelle fois, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs dans nos travaux, Sylvain et moi, donc on souhaite que ce soit riche d'enseignements cette soirée-là ensemble. Ouais. Tu veux commencer sur indifférenciation ? On parle de la violence plutôt, d'abord ? Ouais, vas-y. Et je répondrai ensuite à ce que tu dis. Alors, je sais toi Sylvain que tu as travaillé sur René Girard pas mal, et j'y pensais là comme ça spontanément. Il y a quelque chose qui m'a fait violence il y a pas très très longtemps et qui est en lien avec le mimétisme. Je parle de la marche pour la vie. J'ai trouvé qu'il y avait un mimétisme incroyable entre les mouvements pro-vie et puis le gouvernement actuel, et puis aussi les lois que le mouvement pro-vie est censé dénoncer. Je vous prends deux exemples. On voulait dénoncer le mariage pour tous et on s'est appelé nous-mêmes Manif pour tous. Et là, qu'est-ce qui se passe pour la marche du 21 janvier ? Eh bien, c'est le collectif En Marche pour la vie qui s'est monté, et moi j'ai spontanément reconnu évidemment le mouvement En Marche, et je me suis dit mais c'est pas possible, comment on peut arriver à un tel degré de soumission, d'aveuglement, et ça m'a fait violence parce que je pense que autant quand on imite un bon modèle qui est par exemple Jésus, là ça ne me fait pas violence, ça me remplit de joie. Autant quand je vois un mimétisme pareil pour deux groupes qui sont censés, je pense, ne pas marcher main dans la main parce que on est face à un gouvernement, qui défend la PMA, qui défend la GPA, ça me fait frémir. Donc oui, je pense du coup à tes travaux, je pense à René Girard qui parlait de l'effet mimétique de la violence qu'on peut observer par exemple même dans des expressions bien françaises, bien de chez nous, comme œil pour œil, dent pour dent, et je le vois actuellement, et donc il y a cette violence de ce mimétisme qui dit une soumission idéologique, et puis il y a aussi cette violence de la trahison interne, parce que
voilà, bon, on s'attend pas à être trahi par des groupes qui, je pense, sont pleins de bonnes intentions, mais qui ne se voient pas, pour le coup, mettre en place les mêmes moyens que ceux qu'ils dénoncent. Alors, puis-je vous taquiner? Nous avons, dans le cadre de mes activités politiques, créé un cercle qu'on a volontairement appelé le Cercle Fraternité. Et nous avons reçu des critiques similaires à celles que vous faites aujourd'hui à l'encontre des mouvements pro-vie. C'est que nous avons délibérément choisi de prendre le mot de nos adversaires, car très souvent la fraternité est utilisée comme, vous utilisez ce terme dans vos textes, et je le trouve très juste, comme cache-sexe en fait pour défendre des principes qui sont destructeurs justement pour la fraternité au sein de notre société. Et nous avions donc nous avons essuyé un certain nombre de critiques, notamment des milieux conservateurs, et nous avons répondu oui, mais il n'est pas question de lester des mots à l'adversaire. Donc, est-ce que ça ne peut pas être une défense des mouvements pro-vie de dire, écoutez, oui, mais on ne peut pas lester la notion de dynamisme, de vitalité qui est recouverte par le terme « en marche » à des personnes qui défendent la mort. Bon, alors, pour moi... Du coup, je vous taquine un peu. Oui, je vois bien. Mais déjà, penser que les mots sont des propriétés privées et puis après se les disputer alors que c'est pas les bons mots qu'il faut utiliser, je me dis, on se trompe de combat et puis quelque part, on se dispute un même jouet parce que, voilà, la vie, tout le monde la défend, même ceux qui la détruisent. La paternité, c'est pareil, parce que maintenant, c'est vrai que la paternité est érigée en fétiche. J'ai vu il y a pas très longtemps l'humoriste Jarry qui vient d'avoir deux enfants par GPA avec son compagnon, son mari, comme il l'appelle. Il le fait au nom de la paternité. Donc, je pense que c'est cette similitude, cette gémellité verbale entre nous et nos adversaires doit nous indiquer que nous-mêmes, nous sommes en train de fétichiser certains mots et nous avons déjà quitté le réel. Et nous nous laissons embarquer sur le terrain de l'adversaire. Exactement, parce que je pense par exemple même à TV Liberté. La liberté, mais ça c'est un argument du monde. C'est un argument du monde. Donc moi je ne défends pas la liberté. Je défends la liberté en Christ, dans la vérité qu'est le Christ. Mais je ne défends pas la liberté en soi. Et là, il y a, que ce soit les progressistes ou les conservateurs chez les catholiques, il y en a beaucoup qui en fait reprennent exactement les mots du monde. Et je trouve que c'est très très violent parce que quelque part on se pastiche les uns les autres pour ne pas voir qu'on fait partie du même camp. Qui est un camp qui ne défend pas, qui ne prend pas de risque, qui est dans un verbiage et puis une novlangue qui fait bien parce que parfois elle est utilisée dans nos églises. L'espérance, par exemple, est un mot qui a été récupéré par notre président. Oui, c'est des mots qui sont chargés d'émotionnel et effectivement qui sont repris dans le cadre du combat politique. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, Philippe Arignot, lui, a un ancrage au Christ. Donc, ça ne complique pas du tout le combat, pas du tout, mais ça le replace dans une dimension que moi, particulièrement, je reconnais. J'essaye de mettre de côté lors de mes engagements politiques parce que je dis, mais en politique, on ne peut pas combattre avec la croix et la bannière chrétienne devant nous. Donc, chers auditeurs, vous voyez déjà mon invité vient de me rappeler que lorsque on est catholique, eh bien normalement, on doit être capable de professer publiquement qu'on combat pour le règne du Christ roi. Oui. Est-ce que l'on dit ne doit pas être facilement partageable sur les réseaux. Pour moi, le fait qu'on puisse, même pour des pensées qui sont bien construites, avec des mots qu'il faut, même des mots ecclésialement corrects, des mots justes, si ce que l'on écrit ne nous fait pas perdre notre travail ou notre réputation, c'est que finalement on n'est pas dans la parole surprenante, risquée du Christ.
voyez, chers auditeurs, la position est radicale. Alors, après, voilà, il y a des mauvaises radicalités. J'espère qu'elle est aimante. Non, mais cette radicalité que je défends. Philippe Arignot, je vous remercie parce que c'est tout l'objet de cette émission, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de vos convictions. Et même si je vous taquine, me fais l'avocat de parfois ce qui peut vous horripiler, ce côté un peu bobo, catho, poli qui vous irrite. L'objectif, c'est vraiment justement de pouvoir aller aux limites de notre façon de réfléchir et d'agir. Donc je vous remercie de bien vouloir faire cet exercice au micro de Radio Courtoisie. Et le Christ a dénoncé ce nominalisme derrière lequel nous-mêmes catholiques pouvons rentrer, c'est-à-dire transformer des concepts ou des mots justes en fétiches sacrés pour finalement ne pas prendre le risque de nommer le mal, et puis finalement aussi pour singer nos adversaires, pour soi-disant par stratégie, parce que enfin vous l'avez un peu souligné, c'est vrai que je vois bien que y en a certains qui, pour être audibles, travestissent un petit peu leurs pensées jusqu'à ne pas assumer le Christ pour quelque part ne pas, dans la bataille des mots, être inaudible. Donc je vois bien la bonne intention, mais au bout d'un moment on finit par se trahir parce que voilà, l'effet perroquet montre bien que on a choisi finalement la compromission. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être pris à notre propre jeu et décrocher du Christ. Alors, Sylvain Durin, vous approchez les choses de manière moins religieuse, parce que vous avez voulu vous cantonner à un travail anthropologique sans rentrer dans la question du Christ, mais un petit peu comme votre mentor presque, René Girard, eh bien vous finissez quand même par répondre que la chrétienté, sans rentrer dans l'intimité de la foi, moi j'aime à dire qu'il est du ressort des hommes politiques de travailler à une société au service du bon Dieu, mais que la question de la conversion des gens, c'est quand même les curés normalement qui devraient y travailler. Donc vous débouchez quand même sur ce constat que vous pouvez préciser ce que je dis, hein, évidemment, que la culture chrétienne et les codes chrétiens ont pendant très longtemps assuré une pacification des relations à la fois personnelles et collectives, et qu'aujourd'hui, la violence que nous observons, elle vient d'un effondrement en fait de cette philosophie chrétienne, de ces codes chrétiens. Et pour faire écho à ce que dit Philippe Arignot, c'est peut-être cette espèce de cléricalisation, de désacralisation de la question chrétienne et derrière politique, de l'accroche de la politique à la chrétienté, qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes à cette société de violence jusque dans l'intimité des familles. C'est à peu près ça que je raconte. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, je trouve qu'il a bien donné les exemples en fait de ce que René Girard appelle l'indifférenciation, c'est-à-dire que on se rend compte que la violence se nourrit d'elle-même, elle se nourrit de sa propre division. C'est-à-dire que l'indifférenciation, l'homme est égal à la femme, l'homme est égal à Dieu, les hiérarchies tombent, crée ce que René Girard appelle une crise sacrificielle. Et cette crise sacrificielle, on ne peut s'en sortir que par le biais du bouc émissaire. Vous savez, le bouc émissaire, c'est ce personnage ou ce groupe ou ces idées ou cette philosophie qu'on va assassiner assassiner pour ensuite sacraliser ce qu'on a détesté, pour rentrer dans ce jeu de cycle mimétique. C'est-à-dire quand vous disiez, Philippe, tout à l'heure que c'est plus la manif pour tous, mais c'est je sais plus comment ça s'appelle. En marche pour la vie. En marche pour la vie reprend les codes. En les inversant, en fait, il rentre dans ce cycle de rivalité mimétique et ils permettent en réalité au gouvernement d'aller plus loin et d'aller plus vite. On sait très bien que le mal se nourrit de ces contradictions. Satan est divisé contre lui-même, on le sait, c'est écrit dans les textes. Et c'est, pour moi, le grand apport de René Girard, c'est qu'il nous montre que cette vision cyclique de l'histoire, cette vision de l'ordo ab chaos, ne peut pas nous faire sortir du problème, en fait. La réaction uniquement mimétique au problème on ne fera que, en fait, engendrer la continuité, le développement de ce que nous détestons, On ne crée pas en fait de sortie, on reste dans l'impasse de la violence mimétique, on crée pas de sortie pacifique. Exactement, parce que l'ordo ab chaos, c'est le début d'un nouveau cycle. Le chaos est créé, en général c'est toujours celui qui a créé le chaos qui propose un nouvel ordre.
Et ce nouvel ordre ne nous conviendra pas puisqu'il sera le début d'un nouveau cycle. Donc la crise mimétique sera perpétuée peut-être dans 10 ou 15 ans plus tard. Et encore, il y aura encore des groupes, la nouvelle Manif pour tous, qui nous dira « Mais regardez, ces méchants qui veulent faire ceci, cela ». Et en fait, ils vont nourrir ce mal. Donc là, il n'y a aucune solution dans ce que je raconte, évidemment, c'est juste un constat. Mais il faut prendre en compte ce constat. Là-dessus, je vous rejoins tout à fait dans votre critique sur la manif. Enfin, j'ai pas trop suivi la Manif pour tous, mais je sais que des gens défilaient avec le bonnet phrygien, par exemple. Donc il y avait des contradictions en interne qui devaient être énormes à mon avis. J'étais pas à l'intérieur. Ça vous fait rire, donc ça devait être le cas. Mais c'est trop ça. Non mais oui. Quand on voit finalement, on voit ce qui s'est passé. On voit une obéissance, une soumission qui est effrayante et presque risible parce que sinon, enfin, c'est effrayant. C'est effrayant. Il y a un proverbe japonais qui dit que pour dîner avec le diable, il faut avoir de très longues baguettes. Alors, c'est dit sans doute avec plus de délicatesse, comme savent faire les Japonais. Mais Sylvain Durin, vous n'avez pas entendu l'intervention de Philippe Arignot quand il disait que dans cette affaire des combats Manif pour tous, qui concrètement, je suis désolée, chers auditeurs, moi-même, j'ai défilé, donc je le prends pour moi-même, mais nous avons pu déplacer 2 millions de personnes et nous avons perdu. Nous avons perdu nos combats. Et Philippe Arignot disait, mais voilà, en fait, le combat contre le mariage homosexuel n'était pas le combat pour protéger la filiation n'était pas le bon combat. Et dans cette affaire, les homosexuels ont été utilisés d'un côté comme prétexte pour les défenseurs du mariage pour tous. Pour promouvoir en fait des mécanismes qui sont plus larges que la question du mariage homosexuel. Et dans nos rangs, la manif pour tous, les homosexuels ont été un temps utilisés comme faire-valoir, mais jamais utilisés pour combattre contre l'homosexualité, utilisés pour légitimer le discours de la filiation. Et Philippe Arignot disait qu'une des raisons de la défaite des mouvements pro-vie sur cette question récente, mais il y a eu avant les mouvements anti-pax et tout, c'est que on essaye toujours d'imiter nos bourreaux, entre guillemets, c'est le syndrome de Stockholm, alors vous le dites pas comme ça, mais qu'on reprend les arguments de nos adversaires et qu'on ne veut jamais... parce qu'on ne veut pas soulever l'opinion contre nous, on ne désigne pas le vrai mal qui est à l'œuvre. Exactement, et je pense que dans l'opposition, il y a parfois un effet aussi mimétique. C'est-à-dire que l'anti est très souvent, en fait, un miroir. On le voit chez les antiracistes qui sont hyper racistes, hyper intolérants. Moi, je m'en suis rendu compte parce que hier, donc en covoiturage, j'étais avec un gars qui, se disait anti-franc-maçon. Et à l'issue de notre discussion, il a fini par comprendre, parce que moi je lui ai expliqué ce qu'était la franc-maçonnerie, qu'en fait, en étant anti-franc-maçon, il était franc-maçon. Et j'ai relevé dans son discours toutes les fois où il a dit franchise et franc. Et quand on est dans l'intention et plus dans les actes, finalement, on finit par copier les personnes même contre lesquelles on se positionne. Et quand je vous entendais Anne-Laure dire, il y en a qui ont combattu contre le mariage gay, moi je dirais c'est tout contre le mariage gay. C'est-à-dire que en mode collé serré, cher voilà, collé serré. Et puis finalement ils l'ont défendu parce que ils ont condamné les conséquences du mariage gay pour chérir les causes du mariage gay. Et que parfois une opposition, mais qui est très aveugle, qui est très intentionnelle, mais qui n'emploie pas les bons moyens, finit par copier ce qu'elle dénonce. Et c'est assez flagrant aussi par rapport à la franc-maçonnerie. Personne se dit franc-maçon. Personne se dit franc-maçon. Vous le avez franc-maçon, même de c'est toujours bons l'autre. catholiques qui expliquent qu'on peut être catholique et franc-maçon. Ah oui. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont anti-franc-maçonnerie et qui finalement la copient. Mais parce que pour eux, la franc-maçonnerie, c'est l'autre et ça peut pas être eux. Donc la première démarche pour lutter contre quelque chose, c'est déjà de s'identifier un petit peu, de reconnaître qu'on est les premiers francs-maçons, on est les premiers pécheurs, et à partir de là,
on peut commencer à se dire, ok, je vais mener un combat, mais dans l'humilité. Pas avec ma prétention d'être l'inverse de ce que je combats. C'est ce qu'on retrouve aussi totalement dans le combat. Il y a le combat féministe qui pointe du doigt le mâle catholique blanc français qui doit disparaître, en lui disant qu'il est trop patriarche. Vous êtes un peu restrictif, je pense que c'est tous les mâles qui sont pointés. Je crois pas, non. Il y a certains mâles qui sont plus mis en avant que d'autres, mais on peut. Oui, c'est vrai, plus mis en avant, mais c'est juste un prétexte pour pouvoir continuer le combat derrière. Et le problème, c'est la réaction du milieu un peu de droite qui se dit, puisqu'on est taxé de violence, de se conduire comme des porcs et de se conduire comme je ne sais pas quoi, on va devenir des machos. Et il y a un grand mouvement comme ça de machisme ambiant dans la jeunesse de droite, qui en fait une réaction. En fait, ils se sont fait avoir par le combat féministe. Les féministes et puis d'autres les ont mis dans une case. Ils auraient jamais dû accepter ça. Ils l'ont accepté et ils essaient de sortir de la cage. Mais du coup, ils sont enfermés dans cette cage. Alors, je trouve que dans vos travaux, il y a alors, je pense que c'est dans vos interventions, parce que j'ai pas encore eu le plaisir de lire votre livre. Je l'attends pour septembre 2018. Ça arrivera vite. Mais à un moment, vous pointez la chose suivante et vous utilisez ce terme qui, je trouve, est lumineux. Vous dites le patriarcat du 19e siècle qui est dénoncé et qui sert d'appui aux féministes pour dénoncer aujourd'hui les hommes et les relations qui s'établissent au sein des familles et dans la société est en fait un patriarcat dégénéré. C'est-à-dire que c'est déjà cette vision déséquilibrée de la relation homme-femme où la femme n'est respectée que quand elle est mère. Et j'ai repensé à un ouvrage ancien, chers auditeurs, vous allez me dire quel est l'auteur, car je sais que vous êtes des champions sur ces questions-là. Génitrix, je ne sais plus si c'est Maupassant. C'est François Mauriac. Ou Mauriac, voilà, c'est ça. Et Génitrix qui est... alors, chers auditeurs, vous n'aurez pas... Un jour, je mettrai en place un système de prix, évidemment, mais là, le prix a été emporté par Philippe Arignaud, ou Madame Bovary, ou Eugénie Grandet, qui montre ces femmes qui meurent sur pied parce qu'elles sont étouffées. Alors, je sais que c'est de la littérature, que les traits peuvent être noircis par les auteurs, mais c'est aussi cette période. Moi, je me souviens avoir assisté à une réunion chez les Nationaux, dont j'étais partie en courant parce que ces jeunes gens nous parlaient de respect de la femme, de respect de la mère, et se conduisaient comme des goujats avec les jeunes filles qui étaient en leur présence. Et je me suis dit, bien voilà, des futurs hommes qui ne me paraissent pas tout à fait très hommes, pas très dignes. Et on trouve beaucoup dans les milieux nationaux, mais semble-t-il que le PC, le PS ont aussi des difficultés là-dessus, des jeunes gens à qui on a fait croire que être un vrai homme, c'était, alors pour les uns, soumettre la femme au foyer, et pour les autres, soumettre la femme dans différents jeux sexuels présentés par la pornographie et le libéralisme des mœurs. Parce qu'encore une fois, le camp d'en face, s'il y en a un, réellement, nous a expliqué que la virilité, c'était la violence, la volonté, la puissance physique, etc. Alors que, à ce micro, j'avais essayé d'expliquer que la virilité a deux faces. Comme la croix, elle a une face qui est la face horizontale, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la force, il y a de la puissance, il y a quelque chose qui nous permet de nous tenir en place, mais il y a aussi la virilité spirituelle. Et sans cette virilité spirituelle, la croix ne tient pas. Nous sommes juste restés à la phase matérialiste, à la phase matérielle. Matériel, on revient dans une société matriarcale. Sans vouloir faire de pub pour mon livre, on revient dans ce que j'appelle le matriarcat sacrificiel, sous couvert de virilité. Parce que le féminisme nous a dit, regardez les méchants virils, ils tapent sur leurs femmes, en nous donnant des chiffres qui sont peut-être vrais. Mais pour moi, ça, ce n'est pas de la virilité, c'est totalement l'inverse. Alors, chiffres qui sont malheureusement vrais, mais qui recouvre aussi des problèmes, des graves problèmes sociaux. Et puis, il faut le dire très clairement, des problèmes de culture purement matriarcale où effectivement la femme est battue, y compris lorsqu'elle est épouse. Donc, je pense notamment à une partie de la population qui n'a pas tout à fait assimilé les codes de la mixité de notre société. Alors, sur la violence mimétique, il y a
eu un cas très récent, chers auditeurs, qui mérite votre attention, je ne sais pas, mais qui peut nous donner un peu d'espoir en espérant que les deux jumeaux s'entre-dévorent. C'est le débat qui a eu lieu il y a quelques jours entre ces femmes qui ont signé une tribune de défense des hommes. Jusque-là, moi, j'aurais pu signer en bas. Ce qui m'a un peu échaudé, c'était que les leaders, pardonnez-moi, je vais mettre 1 euro dans le les directeurs de cette opération, directrices de cette opération, étaient entre autres Catherine Deneuve, Catherine Millet, qui, je crois, a des ouvrages littéraires qui sont, à mon sens, plutôt dégradants pour la femme. Et puis, et ça, je pense que c'était le grand moment comique de cette session, un débat entre Brigitte Lahaie, qui est une ancienne actrice de pornographie, et Caroline Dehaas, qui est une égérie du mouvement féministe puritain anti-bonshommes. Et là, on avait vraiment le double mimétique, c'est-à-dire les promoteurs de la pornographie qui dégradent les relations hommes-femmes face aux ce que j'appelle les pervers puritains, c'est-à-dire ceux qui défendent le libéralisme des mœurs contre le patriarcat catholique, réputé destructeur pour la femme, et qui ensuite pleurnichent parce que le moindre regard d'un homme posé sur une femme est forcément dégradant. Voilà. Donc là, on a quand même des jumeaux tout à fait passionnants, et j'espère qu'ils continueront à s'entre-étrangler de manière à régler d'eux-mêmes leur cas. Je crois, moi, j'ai écouté une partie de cet entretien, enfin de ce duel entre celle qui devait soi-disant nous représenter, qui serait Brigitte Lahaie, et puis le féminisme avec Caroline Dehaas. C'était bien représenté, messieurs. Et puis tout d'un coup, je crois que je suis tombé sur un petit tweet de Julien Rochdy qui mettait en avant une parole de Laetitia Casta, je crois, qui disait « Je ne suis pas féministe, je suis une femme ». Oui. Et je trouvais que le débat était clos assez rapidement, finalement. Tout simplement. Voilà, donc deux jumeaux, mais qui font beaucoup d'agitation et qui effectivement nous détournent du problème qui est la pornographie, du vrai problème qui est la généralisation de la pornographie, les incitations comment il s'appelle, Dany Robert Dufour appelle le pervers puritain, c'est-à-dire d'un côté on envoie des messages qui incitent à la chosification de l'autre, et ensuite on prend des positions hyper protectionnistes, hyper pudimondes, qui n'ont même plus cours, je crois, dans les milieux catholiques traditionnels. Et voilà. Puis on reprend... Donc j'avoue que j'étais assez épatée. Je me suis dit, nous voilà doublés sur la question du puritanisme par les féministes de gauche. C'est absolument génial. Et puis en plus, il y a quand même une mauvaise foi énorme, parce que j'ai quand même tout écouté, et Brigitte Lahaie voulait pas du tout dire elle voulait pas dire que les femmes rêvent d'être violées. Elle disait que malheureusement, elle a pas dit malheureusement, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Comme elle est pas là, il faut bien que quelqu'un prenne sa défense. Que malheureusement, certaines femmes pouvaient jouir lors d'un viol. C'est une réalité. C'est ça tombe comme ça ne le justifie pas. Exactement. Ils reprennent la phrase hors contexte. Mais le propos porté par une ex-actrice du porno, ça pouvait être risqué. Je veux bien croire que ça soit une. Il faut arrêter de regarder BFM et puis. Et écoutez Radio Courtoisie, chers auditeurs, vous avez le libre jour, la réinformation le matin qui vous permet d'être au courant de l'essentiel de l'actualité à connaître. Là, c'est la page de publicité pour Radio Courtoisie. Et nos émissions sont tenues par des gens qui essayent de les préparer avec soin et vous permettre de réfléchir. Donc, entre l'actu brève de Radio Courtoisie et les émissions qui souvent collent quand même à l'actualité, vous n'avez pas besoin de regarder BFM. Je repensais à l'intervention de Oprah Winfrey aux Golden Globes, justement sur la défense des femmes et la lutte contre le harcèlement, parce que maintenant c'est vrai que c'est une lutte qui est présentée comme mondiale. Voilà, c'est un combat qu'on doit tous suivre, et c'était extrêmement violent, parce que pour moi la violence, elle est dans le décalage entre les bonnes intentions et puis les faits. Et les actions réelles. Mais les actions réelles. Et là, Oprah Winfrey, qui a été visiblement violée quand elle était petite, et puis qui défend la cause des Noirs, elle parle de faits qui sont réels, mais qui ensuite sont
comment dire, servent de matraque, se retournent. Il y a un retournement de l'offense en agression au nom de la justice. Et le mot justice revenait souvent dans sa bouche. Et je crois qu'en fait, on oublie que toute mauvaise action et même le mal agit pour le bien. Essaye. Et enfin, il le fait pour le bien. Hein. Même Satan, est pavé de bonnes intentions. Pavé de bonnes intentions. Et c'est ça qui est violent, c'est ce décalage. Pavé de bonnes intentions, parce qu'au bout du bout, je suis pas sûre qu'il ait des bonnes intentions. Mais c'est un mélange. C'est un mélange. C'est-à-dire qu'il veut aussi rendre service au Christ, comme Judas. Alors ça, c'est une présentation dans votre livre qui m'a fait sourire, mais qui prête à réfléchir. Comment vous expliquez ça? J'aime bien on s'écarte, chers auditeurs, de la notion de violence. Oui et non, parce que justement, enfin, quand on voit que quelqu'un peut nous tuer avec des étoiles ou des cœurs dans les yeux, en nous disant je t'aime, c'est en y croyant en plus, parce que le diable, sans être vrai, il est sincère. C'est le principe de l'IVG, par exemple. Exactement. Et là, je trouve que c'est extrêmement violent, parce que ceux qui ont tué le Christ l'ont fait, je pense, au nom de Dieu, pour rendre un culte à Dieu. C'est comme ça que ça nous est dit aussi dans la Bible, et nous serons persécutés par des gens qui auront vraiment l'impression de tuer le diable et de rendre justice à Dieu et à la justice même. Et ça, c'est troublant. C'est troublant parce que là, en venant au studio de Radio Courtoisie, j'ai vu une affiche qui mettait « Je vous aime tous » avec un gros cœur, un truc. Et je me suis dit, on est entouré d'une violence qui s'habille d'amour, qui s'habille de paix, qui s'habille de justice, et qui est, pour le coup, extrêmement difficile à dénoncer, parce que elle-même, je pense, cette violence-là s'habille des meilleures intentions. Alors ça, c'est important, parce que dans le combat politique, lorsque votre adversaire, et je me souviens d'un ami qui me disait, il faut pas combattre sur les valeurs, parce que tout le monde veut défendre la liberté, l'amour, la paix, le machin et tout. Et il me disait, il y a une posture qui est très dangereuse en politique, c'est l'intégrité. Parce qu'il me dit, l'intégrité, quand tu es face à des gens malhonnêtes, ils n'hésiteront pas à t'inventer un CV qui fait que ton intégrité peut être mise en morceaux. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel, en combat, et je pense particulièrement les chrétiens, nous avons du mal à mener ce combat, à chausser les bons gants de boxe, parce que nous nous plaçons très vite sur les bons sentiments, et nous perdons, en fait, c'est vraiment ne pas chausser les bons gants de boxe. Nous défendons les valeurs du Christ sans les vivre et sans le Christ. Sans être capable de mourir. Donc, c'est complètement paradoxal, mais on est tous tentés de flasher sur un mot qui fait bien. Le cardinal Sarah, il flash sur le silence. On peut flasher sur des mots justes, sur des valeurs très très belles, très humanistes, et même parfois même très spirituelles, sans finalement les vivre, et sans prendre la part de croix qu'elle comporte, ces valeurs-là. La part d'humiliation qu'elle comporte. Sans aller jusqu'au bout. Oui. Alors, je vais vous lire les remarques de nos auditeurs. Je ne les ai pas pré-triées. Donc, il y avait d'abord un premier très joli message d'une de nos auditrices. La perversité est partout, même chez nous. Mais le Christ disait, « Celui qui m'a défendu, moi aussi je le défendrai. Mais celui qui m'aura renié, moi aussi je le renierai. » C'est un vrai combat. Amen. Alors, une auditrice sur la perversité. Quand Gainsbourg faisait chanter les sucettes à l'anis à France Gall, seuls les pervers en comprenaient le sens. Mais quand elle a chanté « Poupée de cire, poupée de son », qui a pensé qu'il s'agissait des poupées vaudou qui transforment les personnes en pantins? Un auditeur. Alors ça, c'est pour... je ne sais pas lequel de mes invités, donc prenez-le pour vous deux. On va faire un exercice de modestie. Le discours de votre invité est un peu capillotracté. Le nom de la manif pour tous est très bien trouvé. Des experts en communication n'auraient pas trouvé mieux. Ah bah voilà. Donc vous avez, chers auditeurs, la réponse. Mais cet auditeur a raison, mais c'est pas pour ça que l'analyse que je pense que Philippe a donnée derrière est fausse. Évidemment, en termes de com', reprendre le mot de l'adversaire, le retourner, c'est parfait. Puisqu'encore une fois, la communication sert à quoi? Elle sert pas à combattre, elle sert à communiquer.
donc à passer dans les médias et à continuer. Et puis en quoi l'universalité est bonne si on partage quelque chose de mauvais? C'est très intéressant, chers auditeurs, parce que derrière le discours capillotracté, il y a vraiment cette question, est-ce qu'on chausse les bons gants? Voilà, c'est des gants qui peuvent plaire, mais est-ce que c'est des gants qui nous serviront au combat? Et puis est-ce que c'est pas des gants francs-macs? Parce que justement, dans les rituels francs-maçons, il y a justement les gants blancs. Et pareil, en venant au studio, je me disais, tiens, le pape François parlait donc des persécutions des chrétiens, mais il parle aussi des persécutions en gants blancs. Et j'avais jamais fait jusque-là le lien avec les gants blancs de la franc-maçonnerie. Mais le pape est pas un idiot. Et je pense que on peut couper au montage son expression, mais c'était certainement aussi une mise en garde contre la franc-maçonnerie et les gants blancs de certains rituels. Ça fait partie des accessoires, si vous voulez. Et effectivement, on vit une persécution aussi qui est différente que dans les pays, on va dire, d'Orient, mais on vit une vraie persécution plutôt psychologique ici en France. Qui est insaisissable parce qu'elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. Elle est quand même concrète, mais... Oui, enfin, alors, chers auditeurs, je dis ça comme ça, c'est bien gentil, mais il faut reconnaître que Philippe Arignaux, comme Sylvain Durin, ont payé cher leur combat, puisque Philippe Arignaux a perdu son travail. Ouais. Voilà. Oui, tout à fait. Et Moi, c'est le travail qui m'a perdu. bon. Non, mais moi, je n'aime non, pas mais en fait ce qu'on. Il ne s'agit pas de se plaindre. Oui, il ne faut pas se poser en victime. En fait, finalement, je Non. pense que c'est un juste retour des choses. C'est ce que je disais pendant la période du procès. À leur place, j'aurais fait pareil. C'est tout à fait logique que des gens comme nous soient évincés de certains. Mais c'est même bon signe parce que dans la Bible, il est dit voilà que si on vous applaudit, c'est comme ça qu'on traite les faux prophètes. Donc il s'agit pas de chercher la persécution. Moi, je suis très heureux pas d'avoir perdu mon travail, mais que mon combat pour le Christ me rende impopulaire parce que le Christ a été traité comme ça, et c'est comme ça aussi que se reconnaissent les prophètes qu'on doit tous être. Donc je ne prétends pas être un meilleur prophète que les autres, mais par mon baptême, je suis appelé à être prophète. Et en ce moment, oui, on vit une période très assez houleuse de crise aussi, mais qui va permettre finalement un dépouillement salutaire pour beaucoup de gens et pas nécessairement des prêtres. Je vais vous citer le dialogue des Carmélites. Il y a la nouvelle prieure qui dit une phrase que j'aime beaucoup, parce que là en ce moment on peut être tenté de paniquer parce qu'on vit une vraie pénurie de vocationnels de prêtres, mais la nouvelle prieure, elle dit ceci: quand les prêtres manquent, les martyrs surabondent et l'équilibre de la grâce se trouve ainsi rétabli. Oui, mais c'est pas bon signe parce que ça veut dire qu'on va devoir être martyr. Mais c'est très beau aussi. Quand je vois Sylvain, c'est vrai qu'il est il est aussi sur un combat, où il laisse des plumes. Et pour moi, c'est un signe qui s'approche de la vérité. Oui. Est-ce que j'en profiterai pour faire découvrir le livre que j'ai ramené, qui pourrait rebondir à ce que Philippe vous avait dit il y a 5 minutes? Parce que l'une de mes thèses, c'est que nous retournons dans une sorte de vie communautaire des communautés primitives, notamment par les sacrifices, les rituels, etc. Et vous aviez parlé il y a quelques instants du fait qu'on peut tuer par amour. Et c'est en fait ce qu'on retrouve dans les communautés primitives. Par exemple concret, un jeune homme arrive à l'âge de 7 ou 8 ans et doit passer son rituel de passage pour devenir un homme, justement. Il le loupe. Donc par amour, il sera sacrifié, parce qu'en fait, on l'aime tellement qu'il ne peut pas rester dans un monde où sa place n'existerait pas. N'est pas validé. Exactement. Et là, je voulais vous citer le livre de Pierre Clastre, qui s'appelle Chronique des Indiens Guayakis. Et ça va rebondir un peu sur tout ce qu'on a dit sur l'homosexualité, etc. Parce que l'homosexualité, évidemment, a toujours existé, y compris dans ces communautés primitives. Et c'est intéressant de voir comment ils traitaient la question. Donc dans ces communautés primitives, en général, pour faire gros, il y a deux mondes. Il y a le monde masculin, qui est symbolisé par l'arc, par la flèche et par la chasse. Et puis le monde féminin, qui est plus symbolisé par le panier, par une chasse aussi, mais différente, plus en construction de petits pièges, etc. Et soit vous êtes un homme, vous avez une flèche, vous avez un arc et une flèche, soit vous êtes une femme et vous avez un panier que vous avez fait vous-même. Pareil pour l'arc, et la flèche, c'est l'homme qui l'a fait lui-même. Et c'est transmis de père en fils et de mère en fille.
Et là, dans cette communauté des Ashegattu, À tes souhaits. je te remercie. Il y a deux hommes qui... le chapitre s'appelle « Vie et mort d'un pédérastre ». Aujourd'hui, on pourrait plus écrire un titre pareil. Et pourtant, il est sorti dans les années 80. Et il y a deux manières de voir les choses. Il y a un homme qui est donc homosexuel, mais qui le vit très bien. C'est-à-dire qu'il a compris que l'entre-deux n'existe pas. Et il se met du côté des femmes. Il s'est fabriqué son panier. C'est pas son épouse, du coup, mais c'est la sœur de son frère, je crois, qui lui apprend. Et il est très bien intégré dans la communauté. Mais d'une manière incroyable, en fait, il participe à la cueillette avec les femmes, il ramasse des larves avec les femmes, etc. Et vous avez le deuxième exemple. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, je donne juste un exemple anthropologique. Hein. Vous avez le deuxième cas de l'homme qui n'accepte pas sa condition et qui veut à tout prix quand même rester un homme. Et du coup, il est entre les deux. Et il est victime de risées, de violences. Même les enfants ont le droit de le taper. Et lui n'a pas le droit de répondre. Et je trouve toujours que ces communautés primitives éclairent vraiment notre monde, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui la question de l'homosexualité, c'est ça en fait. La société voudrait qu'il y ait une seule forme d'homosexualité, qui soit, ça dépend des gens, il y en a qui voudraient que ça se voit sur le visage, que ce soit des folles ou je ne sais quoi, et d'autres voudraient que ça se voit pas, qu'on cache ça derrière, et tu seras bien accepté dans la société. Et la troisième place, homme-femme, elle n'existe pas. Et encore aujourd'hui, elle n'existe pas. Et je trouvais que c'était intéressant. J'invite les lecteurs, les auditeurs à lire ce livre. Ils comprendront aussi pourquoi les sociétés matriarcales sont violentes. Et pourquoi, dans une société matriarcale, cette troisième place n'existe pas. Soit vous êtes un homme violent, vous faites la guerre. Soit vous êtes une femme, vous avez votre panier, vous faites la chasse et vous gérez vos hommes que vous envoyez à la guerre. Alors là, chers auditeurs, Sylvain Durin va me faire sortir de notre plan parce que ça colle. J'en suis désolé. Ça colle merveilleusement avec ce qui ressort de la première partie du travail de Philippe Arignot, qui renvoie dos à dos la question de l'homosexualité et de l'hétérosexualité, en disant, pour résumer, Philippe Arignot, vous êtes autorisé à me corriger si c'est pas juste, que homosexualité et hétérosexualité sont le revers d'une même médaille qui consiste à réduire l'homme à sa génitalité. Ou à sa sentimentalité, ou à son statut de procréateur. Son statut de procréateur. Et donc, les propos qui ont été lus par Sylvain Durin et les propos de Philippe Arignot enclenchent un début de réponse ou une autre question que moi je me pose. J'ai observé évidemment dans ma génération des schémas où effectivement, jeune par bonheur, quand on trouve son âme sœur, on se marie, on a des enfants. Et puis, nombre de mes amis, garçons comme filles, n'ont pas trouvé d'âme sœur, ne se sont pas mariés. Et la société ne leur offre pas de rôle. Ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Et un petit peu comme le chantait Dalida, je sais que c'est pas une très grande philosophe, mais c'était une chanteuse populaire. C'est faux, c'est une sainte. On se retrouve avec des jeunes gens qui, pour pouvoir s'inscrire et devenir visibles dans la société, parce que la société ne nous autorise à exister que si nous avons une sexualité marquée, donc et légitimée par une mise en couple, eh bien, ceux qui ne peuvent pas se marier, qui sont seuls, vont se mettre, pour les garçons avec un gars, pour ne pas vivre seuls, les filles se mettent avec les filles, les garçons se mettent avec les garçons. Et donc, l'exemple qui est cité par Sylvain Durin ou la remarque de Philippe Arignot sur cette ressemblance entre la question hétérosexuelle et homosexuelle me paraît importante parce qu'elle replace le débat de la pacification des relations hommes-femmes et puis dans la société à mon sens, elle doit passer par le fait de proposer un autre projet aux hommes et aux femmes que le mariage. Le mariage qui est effectivement un sacrement qui est exemplaire. Et l'Église définissait la sexualité uniquement dans ce cadre-là. Mais pour ceux qui ne peuvent pas s'épanouir dans le cadre du mariage,
quel chemin et quand on la question sociale est une chose, mais quand on est un politique chrétien, quand on réfléchit en termes de vocation sainte, comment ces personnes qui ne peuvent pas se prolonger dans le cadre d'un couple peuvent porter des fruits dans la société. Voilà. Juste dire une petite phrase, et comme ça j'aimerais bien avoir l'avis de Philippe là-dessus. Jamais aucun prêtre n'a demandé l'orientation sexuelle du mari, enfin de l'homme qui donnait en époux à une femme. Jamais. Ni de la femme donnée en... Jamais. Voilà. Oui, sachant que maintenant, comme il y a des problèmes dans les couples mariés femmes-hommes, notamment au nom de l'homosexualité, parce qu'il y a de plus en plus de couples, même cathos, où qui craquent parce que voilà, le mari part avec un homme ou parce que la femme part avec une. Et donc la cause de nullité de mariage maintenant étudie de manière quand même de plus en plus sérieuse la question de l'orientation sexuelle. Bon, ça c'est pour fermer la parenthèse, mais de fait, c'est vrai, même pour un prêtre ou une vocation religieuse, c'est pas la question de l'orientation sexuelle qui normalement devrait primer. Non, mais c'est la liberté face à cette question. Maintenant, comme c'est une réalité et pas seulement intime ou du ressenti, mais aussi maintenant sociale, politique, législative, pour le coup, c'est important quand même de partir de cette existence, au moins au niveau de la croyance, des mots homosexualité, hétérosexualité, parce qu'ils ont pris une place maintenant qui fait que ça joue sur nos comportements et parfois ça a des implications concrètes. Donc c'est quand même très important d'en parler. Par rapport à l'hétérosexualité et à l'homosexualité, cette bipolarité qui est en fait très très récente, j'ai vu la semaine dernière un cas très très concret justement de cette hyper-virilisation, de cette hyper-féminité qui finalement est une négation de la personne humaine telle qu'elle est, de sa sexuation, parfois qui peut passer par une vénération excessive du mariage, qui fait que on ne reconnaît même plus la fécondité des célibataires, donc vous avez raison d'en parler, à travers le cas de Nordal Lelandais, qui donc est encore suspecté, c'est encore qu'une suspicion, une présomption de viol sur la petite Maëlys. J'avais pas suivi le déroulement la suite de cette affaire. Et donc si vous voyez le bonhomme, il faisait de la muscu, il élevait des chiens, c'est le gars qui comme le décrivait un petit peu Sylvain, mais avec un autre contexte historique, il est quelque part le rejeton d'une société matriarcale où on érige la virilité comme une caricature de force et de super-héros. Sachant qu'il avait un profil plus complexe que ça, parce qu'en plus de cocher les cases de l'homme viril et du guerrier parfait, c'est quelqu'un qui avait quand même eu de sérieux problèmes de drogue. Alors, il y a la drogue, donc qui dit un problème avec son propre corps, et puis il y a la bisexualité, parce que donc son responsable de salle de muscu disait qu'il était attiré et par les hommes et par les femmes. Donc c'était ce que je décris comme l'hétérosexualité. Il est en faveur de toutes les altérités au niveau de la sexualité. C'est pas tellement orienté tout ça vers un seul sexe. Oui, c'est tout. C'est le Don Juan qui veut plaire à tout, à jouir et plaire à tout, parce qu'en fait il n'a pas accueilli son corps. Et oui, l'exemple de Nordal est pas un cas isolé. C'est que si on oriente les hommes et les femmes vers une caricature de leur propre sexe, finalement on les engage à des comportements on plutôt essaye bisexuels. De les faire rentrer dans des schémas qui sont trop simples pour la personnalité, en fait. Parce que les personnalités sont plus complexes, donc s'enfermer dans un personnage, que ça soit de bimbo évolué ou de mère parfaite ou de père parfait, c'est pas, pardonnez-moi chers auditeurs, je m'exprime mal, c'est des images un peu d'Épinal, mais c'est pas suffisant. Une mère est à la fois femme, elle est autre chose que la simple épouse de son mari et la mère de ses enfants, et ainsi d'ailleurs, même chose pour les pères. Quel est le rôle, voilà, moi la question se posait pour moi, je me disais, très souvent dans le débat féministe contre hoministe, on défend les pères, mais je me suis dit, vous verrez,
on discutait du titre de l'émission, bah oui, mais les pères, moi j'ai des amis qui sont homosexuels, en aucune manière je ne souhaiterais qu'ils soient insultés. Donc quand je défends les hommes, je ne défends pas que les pères, hein. Je défends les hommes dans tout ce qu'ils sont, qu'ils soient pères, pas pères, célibataires, dans leur façon d'exercer leur métier, dans leur façon de travailler, de réfléchir. Et c'est ce débat féminisme, pas féminisme m'a permis m'a amené à réfléchir en fait sur. Puis je me disais, mais comment est-ce qu'on définissait l'homme avant ? Voilà. Et c'est vrai que c'est très important d'écouter nos papes, parce que par exemple Benoît XVI nous mettait en garde contre la dérive nataliste qui vise à ne voir la femme que sous l'angle de la maternité et finalement qui transforme la femme en objet et l'enfant aussi en objet. Donc ceux qui sont anti-GPA mais qui finalement fétichisent la femme mère ou l'enfant comme un objet finalement ne sont pas dans une démarche catholique. Et puis finalement les ressorts, si l'homme est un objet, la femme est un objet, l'enfant est un objet, dans ces cas-là, on peut y substituer quelque chose. Il n'y a qu'à la personne entière. Il n'y a que la personne entière qui est unique. Si vous la décomposez, on peut toujours la remplacer par autre chose. Ou la figer à un rôle, alors que la richesse du catholicisme, c'est précisément de nous proposer deux vocations. Le célibat consacré ou le mariage. Mais les célibataires ont vraiment leur place et ce n'est pas le cas dans les autres religions. Les autres religions pointent comme idéal de vie et de réalisation de soi le mariage procréatif. La fécondité. Je ne vais pas faire l'anthropologue tout le temps, mais vous êtes convoqué pour ça. Hein. Mais ça revient exactement à ce qui se passe dans les communautés primitives. Celui qui est célibataire, surtout l'homme, parce qu'évidemment la femme n'était jamais célibataire. Elle avait même plusieurs maris qui étaient divisés en plusieurs tâches. Hein. Par exemple, ceux dont on parlait tout à l'heure, les akegatu. La femme avait trois maris en général. Et il était appelé le mari d'eux en rajoutant une partie de son corps. Il y avait le mari le moins important, c'était le mari de l'anus. Le deuxième, c'était le mari de la main, je crois, à vérifier. Et le premier, c'était le mari de la bouche ou quelque chose comme ça. Dépendait de l'usage qu'on pouvait en faire. Exactement, c'est un objet, bien entendu. Vous savez, les sociétés primitives sont très postmodernes, en fait. Il faudrait faire lire ceci à notre héroïne de la pornographie. Exactement. Le transhumanisme, la GPA, la PMA sans père et tout ce que vous voulez qui nous arrive dans les 10 ou 20 ans ou 50 ans qui arrivent, c'est la concrétisation de ce qu'on lit dans toutes les communautés primitives. Et même au niveau mythologique. On en avait parlé la dernière fois, on n'aura pas le temps. Alors, on va avoir le temps, si vous voulez. On boucle directement sur le transhumanisme. Il nous reste une demi-heure. Vous pouvez vous faire plaisir. Du coup, on ne parlera pas trop moi, je tiens quand même si c'est un dispositif défectueux, selon Philippe Arignot, je tiens à ce qu'on soit nombreux pour la marche pour la vie. N'y allez pas. La semaine prochaine, vous voyez, allez-y pour boire des bières. Pour boire des bières, ça ils auront, oui, ça c'est sûr. Je suis en minorité dans ce studio, mes deux invités vous recommandent. Non, moi je suis honnêtement neutre, faites ce que vous voulez. Moi je défends la vie qu'est Jésus, voilà. Donc la vie du monde, ça m'intéresse pas. Et moi je suis une politique et je pense que dans le champ du politique, parfois il faut faire nombre. Le nombre au service de quoi ? La vie, ce n'est pas un combat. La vie, ce n'est pas un combat. Et puis, allez sur le transhumanisme parce que. Si vous voulez, je peux commencer par conseiller un livre, comme je fais d'habitude aux auditeurs, le livre de Laurent Alexandre qui s'appelle Le combat la guerre des intelligences, l'intelligence artificielle contre l'intelligence humaine. Vous aurez un résumé vraiment condensé en 250 pages, je crois, qui se lit très rapidement sur l'état du transhumanisme aujourd'hui. C'est-à-dire un transhumanisme faible, c'est-à-dire que déjà le transhumanisme est plus fort que l'humain. Si vous voulez, un robot fait une comptabilité en 10 secondes quand un humain en fait en 10 heures. Il faut 30 ans pour créer un cerveau de doctorant, il faut 30 secondes pour créer un calculateur. Voilà, exactement. Enfin, 30 secondes un peu plus. Mais ça reste quand même de l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience d'elle-même, mais c'est prévu, on n'a pas vraiment de date. Peut-être que ça n'arrivera même jamais. Mais en tout cas, l'objectif des GAFA et des Chinois aussi, dont j'ai oublié le nom, c'est pour 2080 l'intelligence artificielle forte.
c'est-à-dire une intelligence qui a conscience d'elle-même. Après, donc petite parenthèse, Laurent Alexandre, je me permets quand même de mettre un bémol sur son discours parce que il est très anticlérical. Et puis lui propose en fait pour lutter contre l'intelligence artificielle, finalement de rattraper le retard entre guillemets, parce que ce n'est pas un retard. Donc c'est-à-dire que nous on devienne plus intelligents. Oui, quelque part. Il considère que l'Europe est en retard et que pour le coup, pour rattraper le retard, nous devons finalement employer les mêmes méthodes que la bête intelligence artificielle qui soi-disant va nous bouffer. Ça permet d'avoir déjà un état des lieux sur ce qui est dans les cartons en termes de projets. Oui, mais c'est pas très réaliste parce qu'en fait, ce n'est pas ancré dans la confiance, dans le sens de foi. Non, mais je pense que là, l'objectif, c'est plutôt parce que, par exemple, quelqu'un comme moi qui n'a pas suivi le sujet, j'ai déjà du mal à savoir ce qui est dans les cartons pour la question de la culture de mort. Excepté ce transhumanisme, donc ça permet d'avoir une petite cartographie. Mais c'est important de savoir que c'est quelqu'un qui est anticlérical. Donc les solutions qu'il propose, les solutions qui sont proposées sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Ah mais moi j'ai pas dit qu'il fallait pas le lire. Je le lis aussi, je l'écoute. Je trouve qu'il dit des choses très très intéressantes. Ça permet d'avoir la vision de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Oui, parce que c'est pas uniquement un penseur. Il y a une vision un peu fantasmée et paranoïaque. Dans ce qu'il comme dit. Les gens qui travaillent dans les GAFA. Exactement, tout le dark web, finalement, fait ce qu'il dénonce. D'accord. Et vous avez un autre ouvrage à recommander aux auditeurs sur cette question ? Alors, pour moi, la référence en matière de réflexion sur le transhumanisme, c'est Fabrice Adjadj. C'est-à-dire que lui qui a son fan club, son groupe de soutien à Radio Courtoisie. Sachant qu'il faut pas, il faut aussi garder un esprit critique. Tout ce qu'il dit n'est pas, il faut garder son esprit critique. Mais par exemple, lui, je trouve, nous appelle à une vraie réflexion sur le transhumanisme parce qu'il le dit que en tant que catholique, nous ne devons pas être contre le transhumanisme. Notre foi nous pousse à croire en un au-delà de l'humain, transhumanisme. Donc l'au-delà de l'humain, pour nous, se fera en Christ, en Jésus, dans la vie éternelle. Donc il n'y a pas à diaboliser, comme on a diabolisé la GPA, le mot pour ne pas réfléchir, ou comme on a diabolisé le gender, sans voir que c'était l'hétérosexualité. Et bien pareil, sur le transhumanisme, il faut réfléchir avec sa tête, et puis ne pas s'opposer bêtement. Parce que quelque part, en diabolisant les mots, on finit par leur donner une importance qu'ils n'ont pas et par rentrer aussi dans le jeu des transhumanistes. Oui, puis toujours pareil, on chausse pas les bons gants, quoi. Donc derrière, on peut pas lutter comme il faut. Il faut regarder le mal en face. Chausser des gants, d'ailleurs, en français, ça doit pas être très bon parce que normalement, c'est des chaussettes qu'on chausse. Chers auditeurs, on a compris. On va revenir à des choses plus sérieuses avec donc Sylvain Durin. Vous, votre position, votre lecture, vos grilles, vos pistes de travail sur le transhumanisme. Bon, il y en a plusieurs. Je renvoie les auditeurs peut-être à la première émission qui s'appelait Ordo. Non, c'était comment ? C'était Reductio ad Porcum, où j'avais analysé un peu les mythologies des communautés primitives qui ressemblaient totalement aux objectifs des maîtres des GAFA. Et je pense qu'il est intéressant de mettre en avant, c'est vraiment ça l'objectif principal. Et je trouve que, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, leur ennemi principal c'est le catholicisme. Ils le disent quasiment sans se cacher. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent tuer la mort. Ils le disent clairement, nous notre objectif c'est l'immortalité, on veut tuer la mort. Je sais plus c'est lequel dit ça. Je crois que Zuckerberg lui est dans autre chose. Mais nous en tant que catholiques, nous n'avons pas besoin de tuer la mort. Puisque nous savons qu'il y a la vie éternelle. Que ça se passe nous bien savons normalement. Nous savons que le Christ l'a déjà fait. Donc évidemment, leur ennemi principal, c'est encore une fois le catholicisme. Et je comprends que les gens soient un peu perdus dans tout ce qui est proposé comme scénario. Je sais que dans le livre de Laurent Alexandre, il y a 7 ou 8 scénarios, mais je trouve ce livre intéressant pour commencer. C'est une bonne introduction pour se mettre un peu. Qu'est-ce que ça veut dire intelligence artificielle ? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, etc. Et surtout voir les objectifs. Alors, les objectifs que vous avez repérés dans ce... C'est vraiment Homo Deus. C'est l'homme détaché, l'homme éternel. C'est exactement. Lors de la Révolution française, il fallait se détacher de notre transcendance. Il fallait tuer Dieu et tuer le Christ.
Et désormais, il faut tuer notre humanité. Et pour devenir cette espèce d'homme libéré, on parlait de liberté tout à l'heure, cette espèce d'homme ultra libéré de tout, libéré des attaches, libéré des racines. C'est un peu l'esprit chakra qu'on peut retrouver tout à fait, dans certaines philosophies. C'est ce qu'on retrouve dans les communautés primitives, mais pas seulement. Moi, vous vous souvenez, j'avais analysé plusieurs niveaux du matriarcat sacrificiel, et ça rentre totalement dans les projets de l'intelligence artificielle. Alors, dites-nous les objectifs. Vous nous avez dit que il y a des objectifs à avoir en tête et qu'on pourra. Alors, Philippe Arignot lève le doigt, donc je vais lui accorder la parole. Pendant ce temps, Sylvain Durin, vous nous donnez comme ça, voilà, lorsque vous voyez telle ou telle innovation sortir, avec tel argument pour la défendre, sans devenir paranoïaque. Non, je vous en donne un tout de suite. Il y a quelques mots qui doivent nous faire allumer le tableau de bord il y a une en mode alerte. publicité qui passe en ce moment pour un nouveau téléphone portable, où le slogan c'est « Il n'est pas artificiel, il est humain », tout simplement. Le projet est là. Là, ça ferait une émission complète où Philippe Arignot et Sylvain Durin peuvent nous faire un magnifique numéro de duettistes parce qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Philippe, vous l'avez sans doute vu dans le métro parce que vous êtes parisien, moi pas. Je prends pas le métro. Donc. Quand je viens à Paris, je vois toutes les affiches horribles dans le métro et je suis tombé la dernière fois sur la couverture d'album d'un groupe Chaka Pong, je crois, où vous avez une indifférenciation parfaite, parce que l'indifférenciation, elle est là aussi entre l'humain, Dieu et le robot, hein, ça il faut le mettre aussi en perspective. Et là vous aviez un espèce d'homme, mi-homme, mi-femme, mi-robot, qui embrasse et enlace un singe. C'est ça en fait l'objectif. C'est chargé de l'indifférenciation est partout. Bon, alors Philippe Arignot, pour avoir lu votre livre, je sais que là, il y a quelques chapitres sur le sujet. Donc Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de voir les signes de cette indifférenciation dont on parle. Parce qu'effectivement, l'objectif, il est d'affranchir l'être humain de ce qui le fonde et de ce qui fonde l'amour. Donc la différence des sexes et puis la différence créateur-créature. Donc Jésus et l'Église. Mais Là où je vois un danger transhumaniste, c'est aussi ceux qui partent en guerre, en croisade contre le transhumanisme et qui finalement le caricaturent et se réfugient derrière une pratique religieuse ou une défense de l'Église catholique qui est excessive et qui finalement parodie le transhumanisme. Alors, quelques exemples. Quelques exemples. Alors déjà, je vais citer Saint Jean dans la Bible. Il dit « Le zèle de ta maison fera mon tourment ». Et je pense qu'il faut donc évidemment dénoncer le transhumanisme, mais en sachant bien quelle forme il prend, quels sont ses arguments, parce que ceux qui diabolisent le transhumanisme diabolisent aussi le bon transhumanisme qui est la vie éternelle, comme je le disais. Par le Christ, et ne pas non plus, sous prétexte de voir que l'Église est attaquée, de faire de l'Église catholique un fétiche ou une civilisation catholique ou chrétienne. Quels sont ces points sur lesquels on pourrait chuter dans la défense, dans la lutte contre le mauvais transhumanisme? Alors, la tentation nominaliste. Pour moi, on est tombé en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui se trouvent des niches philosophiques derrière. Ils se cachent derrière des mots qui font bien, même chez les cathos, pour ne pas nommer le mal. Je pense, moi, pour avoir étudié bien notre monde, même si j'ai encore un jeune âge, je pense que le diable s'appelle l'hétérosexualité. Et là, le 2 janvier dernier, c'était il y a pas longtemps, dans La Vie, Cause Toujours, c'est présenté comme, je cite, un mâle blanc hétérosexuel catholique. Et là, je me dis, ok, donc est-ce qu'il a compris que catholique et hétérosexuel c'était antinomique? Est-ce qu'il a compris? Non, ça, c'est vous rentrez dans des choses, des nuances que beaucoup des nôtres. Il faut m'expliquer aussi parce que j'ai pas compris. Je le sais. La sexualité, c'est ce que nous défendons. Nous ne défendons pas une hypersexualité qui s'appelle hétérosexualité.
Parce que dans hétérosexualité, il y a autre et autre. C'est deux mots, ces deux termes, hétéro et sexualité, qui veulent dire autre. Donc on a une différence des sexes qui est forcée. Et donc on a une hyper-virilité ou une hyper-féminité ou une hyper-famille, je sais pas ce qu'il faut dire. Mais on n'est pas déjà dans la sexualité créée par Dieu et voulue par Dieu. Sereine. Sereine. Et donc, on peut se valoir d'être catholique, mais si après on défend un terme qui n'est pas défendu par l'Église, l'hétérosexualité, finalement, voilà, le catholicisme n'est juste qu'un vernis pour faire bien. Qu'est-ce que vous voulez dire par défendre? Défendu par l'Église, c'est défendu au sens promu. Ou interdit? De quoi qui est défendu? De quoi qui est défendu? C'est défendu, l'hétérosexualité, c'est promu ou c'est interdit? Au départ, elle est interdite. Elle est interdite. Elle est considérée comme une perversion. Ça, c'est très important. Elle est considérée comme une perversion. Parce que c'est bien l'hétérosexualité, je reviens là-dessus. Quand on est catholique, on ne peut pas défendre l'hétérosexualité. Pourquoi? Parce que la sexualité... j'aime bien quand vous parlez de la différence des sexes et consubstantielle à notre identité, elle n'est pas obligée de s'inscrire dans une action, c'est dans une activité sexuelle ou dans un positionnement sexuel. Je ne dis pas qu'il faut ne pas être déterminé, c'est pas ça. Et donc l'Église, dans l'activité sexuelle, défend la sexualité entre hommes et femmes avec un engagement derrière. C'est-à-dire que cette sexualité est un don total avec éventuellement, si le ciel nous en fait grâce, l'arrivée d'enfants. Tout ce qui est en dehors d'une sexualité don total de l'un à l'autre avec l'accueil éventuel de la vie, c'est l'hétérosexualité, c'est-à-dire c'est le libertinage, l'homosexualité, toutes les altérités au niveau de la sexualité. Voilà, tout ce qui existe. On arrive à des paradoxes comme ceux d'aujourd'hui. L'homosexualité, pour l'Église au départ, était incluse dans l'hétérosexualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce donc qui là, fait on a une que... rupture de hiérarchie. Vous qui aimez bien Sylvain Durin parler des hiérarchies, il y avait la différenciation sexuelle. Après, on réfléchissait en termes de gestes, c'est-à-dire comment va s'incarner cette différenciation sexuelle. Elle ne peut s'incarner que dans le don total de deux personnes de sexes différentes, l'une à l'autre, donc pour la vie, d'où le sacrement de mariage, je caricature un peu. Et puis sinon, il faut trouver une façon de vivre selon son identité sexuelle, sereinement, sans forcément avoir une activité sexuelle. Génitale. Voilà. Mais c'est très important ce point-là parce que vous voyez, là il y a eu un sondage IFOP Lacroix qui montre un chiffre mais hallucinant. Alors après on peut toujours contester les statistiques, mais 46% des catholiques pratiquants en France sont en faveur de la GPA. Donc, mais c'est normal ça. Enfin, pour moi c'est normal. Ils sont pas contre l'IVG, ils sont pour le divorce. Non, mais c'est quand même sidérant. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est un défaut de formation des nôtres. C'est un défaut de formation et qui pour moi s'origine dans la confusion entre différence des sexes et hétérosexualité et je peux le prouver. C'est vraiment sur ce diable déguisé en différence des sexes. Qui finalement a fait croire qu'il était la différence des sexes, que se base finalement la schizophrénie et aussi l'homophobie d'une grande partie des catholiques qui se mettent finalement en croyant dénoncer la GPA, ils se mettent à la justifier. Alors, parce que là, votre raisonnement est pas très clair. Enfin, en tout cas, pas comme ça en 2 minutes. Quand on vous lit, oui, on y arrive, mais là, en 2 minutes, il va falloir travailler un peu plus. Quel lien faites-vous entre la notion d'hétérosexualité? Donc je rappelle bien que quand on parle d'hétérosexualité en ce moment dans ce studio, c'est toutes les pratiques sexuelles en dehors de celles d'un homme et d'une femme qui s'engagent pour la vie. Ou du célibat consacré. Ou du célibat consacré. Mais oui, mais il n'y a pas d'activité sexuelle. Dans le célibat consacré. Il y a une sexualité, mais qui ne passe pas par la génitalité. Voilà. Ou la sentimentalité. Donc c'est bien, il n'y a pas d'activité. Il y a une activité, mais qui n'est pas génitale, qui n'est pas sentimentale. Vous l'appelez activité sexuelle quand même? Oui. Heureusement d'ailleurs que les prêtres et les religieuses ont une activité sexuelle. Tous les jours, ils vivent avec leur corps sexué, donc ils ont une activité sexuelle. C'est ce que vous appelez une activité sexuelle. Ouais. Donc déjà, on n'était pas d'accord sur les mots. Et quel est le lien entre cette
rupture en fait philosophique de définition, enfin cette confusion dans la définition de l'hétérosexualité, ce que vous appelez le transhumanisme? Eh bien parce que le transhumanisme transforme l'homme en ange, en bête et en robot. C'est-à-dire qu'il ne voit l'être humain qu'à travers sa génitalité ou ses sentiments ou la procréation. Et c'est ça le transhumanisme. Alors je vous engage à écouter une vidéo qui est excellente de Natalia Trouillet sur les gnosticismes. Ça s'appelle Les gnosticismes aujourd'hui, qui a été publié le 9 novembre 2017, et vraiment qui est très très clair. Natacha Trouillet, ça s'écrit? Natacha Trouillet, Trouillet, comme la trouille. D'accord. Même si elle a pas la trouille, elle, de dire ce qu'elle pense, et ER à la fin. D'accord. Natalia Trouillet, c'est très très clair. Donc ça renvoie au projet du gouvernement mondial qui crée une religion finalement pour l'homme, de l'humanisme intégral, et où dans cette glorification de l'homme et cette divinisation de l'homme, en fait, est caché un plan homicide. De destruction de l'homme, mais ça va, Mais en le flattant, donc il faut voir que le transhumanisme est bourré de bonnes intentions. Mais vous savez que quand on annonce à l'homme qu'on va le tuer, ce que le Christ a le défaut de faire, c'est-à-dire qu'il nous annonce qu'il faut accepter d'être martyr, en général, ça fait plutôt partir les gens raisonnables. C'est sûr. Donc, dans le transhumanisme, ils vont jamais nous annoncer. Alors, on annonce, et ça, chers auditeurs, Pierre Hillard, sur la question européenne, le dit souvent, il faut savoir que notre adversaire ne se cache plus. Il ne se cache pas quand il s'agit de dire qu'il va chercher à détruire la chrétienté, les valeurs chrétiennes, la famille chrétienne, l'homme chrétien, la femme chrétienne, tout ce que vous appelez de chrétien. Vous avez toujours des gens qui vont l'écrire noir sur blanc, et on n'est pas dans la théorie du complot. Le défaut de nos milieux, c'est de ne pas travailler et ne pas se tenir suffisamment informé de ce projet-là, de ces projets-là, en fait. Moi, je vous propose de faire des petits exercices. Par exemple, les vœux de Macron cette année, relever le jargon de la franc-maçonnerie, qui repose sur trois lexiques. On doit être dans le viseur des enquêtes sur le complotisme, mais là, c'est pas du complotisme, justement. En fait, on doit s'exercer à réfléchir, à faire office de notre intelligence. Donc, relever, pour ceux qui veulent faire l'exercice, le champ lexical de la lumière, le champ lexical de l'architecture et le champ lexical de l'humanisme intégral. Et vous verrez, mais c'est un festival, ces vœux-là. Personne ne l'a vu, mais on doit s'exercer à avoir les bonnes intentions du mal pour le démasquer. Sylvain Durin, il nous reste 10 minutes. Le technicien Jean-Édouard agite gentiment ses petits doigts pour me dire qu'il va falloir conclure. Sur le transhumanisme, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour compléter ou mettre en perspective les propos de Philippe Arignot, éventuellement prolongés, selon ce qui vous paraît important? Dans ma vision qui est quand même tournée autour de la question du père, il est évident que le transhumanisme n'arrive pas aujourd'hui par hasard. Il faut toujours essayer de revenir aux causes philosophiques et spirituelles de ce qui se passe maintenant. Et là, dans la dernière partie sur la hiérarchie, vous savez, je parle tout souvent des 3 niveaux. C'est-à-dire que si le transhumanisme existe, c'est que le père traditionnel n'existe plus. On le voit, il a été... au premier niveau, quand on a tué le roi de France, c'est en fait un sacrifice rituel. En fait, on a fait couler le sang du Christ sur la France à travers le sang du roi de France. Et ce premier niveau-là a permis quoi? Il a permis évidemment à ce que le père de famille n'ait plus sa place et ne puisse plus dire non. Car celui qui au sein de la famille doit séparer, doit différencier pour dire le bon et le mauvais transhumanisme, pour dire le bon et le mauvais de chaque sujet, c'est la figure du père. Donc évidemment, comme ces 3 niveaux ne tiennent plus, nous ne sommes plus dans un patriarcat et encore moins dans un patriarcat catholique, on pourrait dire que tout est possible. Donc évidemment, ce transhumanisme-là, il ne faut pas croire, on le nourrit nous-mêmes tous les jours. On a tous un smartphone autour de la table, on le nourrit, on va sur Amazon, on achète sur Internet, et ça nous facilite la vie. Moi, mon téléphone me facilite la vie. Faut pas. Le fameux c'est pratique, ça nous conduit. Évidemment, le diable est très pratique. Et ils nous auront en nous disant mais vous êtes quand même pas pour la mort des enfants, parce que vous aurez un enfant qui sera écrasé, puis on pourra lui régénérer son foie ou que sais-je encore, et vous pourrez pas dire mais attendez,
C'est scandaleux. Ah, mais vous avez là un cas récent qui est sorti, très très intéressant. Dans le cadre des PMA, on est obligé de faire, puisque la technique en réalité n'est pas tout à fait aboutie, plusieurs embryons. Et ces embryons, aux États-Unis et en France, sont réservés dans le cadre de la conservation des embryons surnuméraires. Je vous invite à lire d'ailleurs le livre du professeur Lejeune, l'ancien concentrationnaire, qui parlait de ça. Eh bien, il y a quelques mois, un embryon surnuméraire qui a été conçu il y a 35 ans à peu près, a été, donc il y a un an, implanté chez une maman qui n'arrivait pas à avoir de bébé et qui avait choisi d'adopter un de ces embryons surnuméraires, et le bébé est né donc il y a 9 mois. Et donc il y a un débat philosophique qui est très intéressant, qui avait été annoncé par des gens comme le professeur Lejeune. On ne rentre pas dans le problème du matériel génétique qui pourrait être abîmé ou pas. Là, l'enfant va bien, on saura à la longue si son matériel était abîmé. Mais concrètement, si on considère qu'un être humain vit dès sa conception, cette petite fille est plus âgée que sa maman. Voilà. Et là, vous avez la même réponse qui va vous être faite. Alors, le professeur Lucien Israël disait, mais il ne doit pas y avoir d'embryon surnuméraire. On doit faire un bébé qui est implanté. Si le bébé ne tient pas, tant pis. Mais là, on va vous dire, on vous dit, qu'est-ce que vous faites des légions d'embryons surnuméraires qui sont actuellement stockés? Il faut bien qu'ils soient utiles. Donc, soit ils sont adoptés par des mamans qui sont plus jeunes qu'eux, soit ils servent pour la science, soit ça veut dire que vous acceptez, vous, bon catholique qui défendez la vie, de tuer des êtres vivants innocents. Donc on est pris à notre... là, on est fourchette. Quelle position vous prenez? Vous êtes pour ou contre la PMA? Parce que la PMA, c'est un moyen d'adopter tous ces embryons surnuméraires. Tout à fait, ouais. Je pense qu'il faut faire preuve, encore une fois, de différenciation, un peu, quand on reparle de la PMA sans père. Parce qu'en général, on nous dit... pour nous contrer, oui, mais les couples hommes-femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, la PMA est quand même autorisée. Donc je pense qu'il faut différencier les choses. En fait, la PMA pour couple, j'utilise hétérosexuel, parce que pour l'instant j'ai que celui-là dans la bouche. Non homosexuel, tu peux dire. Voilà, bon, je dirais quand même hétérosexuel. Non, tu fais rentrer le diable. Là. Je lirai votre livre avec grande attention, en tout cas. C'est gentil. Homo bobo apo, pour ceux qui veulent. Oui, chers auditeurs. Homo bobo apo sur Amazon. Amazon, ouais, en papier, et puis sinon sur l'araignée du désert qui est vous cherchez Philippe Bref, on a Arignaud. coupé Sylvain là. Oui, et pardon. donc cette PMA qui sera faite pour ce couple hétérosexuel, en fait, ne va pas aller contre la nature, elle va seulement, en réalité, contrer une espèce de bug de la nature, tandis que la PMA pour les couples homosexuels va aller contre la nature, ne va rien corriger du tout. Là, vous avez différencié la PMA sans père, la PMA en deux parties. La PMA qui, j'utilise le mot bug parce qu'on était dans le transhumanisme, mais qui va... Ça va vous coûter cher d'ailleurs, c'est un anglicisme. J'ai au moins 5 € dans la tirelire depuis que je viens. Et puis la deuxième PMA qui va contre la nature. Et je pense qu'en différenciant, il faudrait réfléchir au sujet que vous venez d'aborder. Mais je pense qu'on pourrait trouver la bonne réponse. Alors, Philippe Arignaud peut vous donner un élément de réponse, c'est que normalement, on est même un bon catholique et contre la PMA. Parce que la sagesse, alors ça fait partie des superstitions et elles pourront m'être reprochées, mais on dit que quand un couple est naturellement stérile, c'est que parfois la combinaison de leurs gènes ne permet pas en fait d'avoir un bon lignage. Et donc il ne faut pas chercher à violer ces espèces de barrières que la nature a mis en place. Alors c'est un peu écolo-bobo comme position. C'est une idée très répandue en Afrique noire, ça, par exemple. Mais pour le coup, quand vous vous inscrivez dans la question de la nature, les adversaires vous répondront que dans la nature, il y a des... Je sais pas, ils vous trouveront des explications pour dire qu'il y a des animaux qui sont homosexuels. C'était tout le sujet d'une exposition sur les pratiques bonobo il y a quelques années. Donc... Moi, je vous proposerais 2 clés très très rapidement pour lutter contre le transhumanisme, parce qu'on a pléthore et on aura pléthore d'exemples sur lesquels s'offusquer, parce que voilà, c'est un peu la confusion en ce moment, c'est le méchum. Donc mais 2 clés pour vraiment pouvoir rentrer dans cette confiance de l'arrivée du Christ, parce qu'on doit se préparer.
c'est bientôt là. Et puis, c'est en ayant peur que finalement on rentrera dans cet abîme dans lequel on veut nous faire tomber, hein, que ce soit en nous transformant en ange ou en bête ou en robot. Donc, rentrons dans cette joie aussi de l'Apocalypse, de la révélation. Déjà, alors, en réfléchissant sur les intentions, parce que très souvent, justement, c'est très riche d'enseignements de réfléchir sur pourquoi comment le diable, en fait, en faisant un vrai travail de démonologue, pourquoi le diable en vient finalement à détruire l'homme en voulant le glorifier. Et je le vois actuellement. N'ayons pas peur de regarder des émissions. En ce moment, la grande mode, c'est la transidentité et les transgenres. Il y a eu Zone Interdite sur M6 en novembre dernier. 10 jours après, France 2 a proposé un téléfilm qui s'appelle L'épreuve d'amour, suivi d'une soirée débat. Sur Canal+, il va y avoir il y a une série télé avec des héros qui sont un couple homosexuel, qui a été annoncé hier ou avant-hier à la télévision. Donc c'est très intéressant oui. de nous passionner pour notre époque. C'est ça que j'aime dans le travail de Sylvain, c'est que vraiment, voilà, c'est pas juste de l'indignation pour ne pas regarder ce qui nous indigne. Il nous reste 2 minutes. On regarde les choses en face. Et puis donc intéressons-nous à notre époque et aux personnes, aimons les personnes. Voilà, c'est par la charité qu'on se purifiera. Et dernière chose, ne renonçons pas à la colère. Parce que voilà, Saint Paul il dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc là, on peut rentrer dans une forme de posture pseudo-catho mais qui ne l'est pas, de grenouille de bénitier, non, mais et on qui a le droit dénonce pas les choses, qui qui sous couvert d'humilité finalement ferme sa gueule. Non, nous devons ouvrir notre gueule, nous devons nous mettre en colère, mais en étant exemplaires. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. C'est compliqué d'être exemplaire. Sylvain Durin, vous avez 1 ou 2 minutes. Eh ben, non, sur la colère, je pourrais rejoindre. Sur le scandale, en tant que girardien, je peux évidemment pas souscrire. Mais je suis d'accord. Bon, d'accord, c'est moi qui fais une erreur. Mais non, mais même au-delà de la colère, je pense qu'il faut en tout cas, ma posture, c'est une posture de recherche. En réalité, la colère, je sais même pas si elle est nécessaire, parce que à un moment donné, vous mettez vos billes sur la table. Soit, on est dans une période où... Soit les gens arrivent à comprendre par l'intelligence. On saura dans 10 ans si on avait raison ou pas. Pour moi, la question du père, par exemple, elle a encore 10 ans d'existence. Après, ce sera fini, ce sera trop tard. Vous êtes un peu pessimiste quand même. Ah non, pas du tout. En 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Les pères ne se mettent pas en colère. Je ne crois pas que ce soit de la colère. Chers auditeurs, nous restons sur cette question. La colère du père. J'espère que mes invités vous auront intéressé autant que moi. Et je vous retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de l'émission. Je suis certaine que vous retrouverez Philippe Arignot et Sylvain Durin lors d'autres émissions parce que j'ai eu plaisir à les avoir pour complices ce soir. Merci, à Anne-Laure. très bientôt. Merci.